Bon, d'où je parle? Mon métier, c'est éditeur depuis une quinzaine d'années. Notre maison d'édition, nous avons publié plus de 200 titres, surtout dans le domaine de la philosophie marxiste, mais aussi l'histoire des pays socialistes, ce sont un peu nos spécialités, pays socialistes dans toute leur diversité. Évidemment, au premier chef, l'histoire de l'URSS, première expérience socialiste. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que depuis la chute de l'URSS, évidemment, l'immense désavantage de cette chute a contribué aussi au fait que cet avantage-là, c'est qu'on a aujourd'hui une ouverture des archives. Et cette ouverture des archives rectifie forcément la vision caricaturale qui était donnée en Occident du temps de la guerre froide et qui continue malgré tout à être imposée. Je suis tellement passionné par ce sujet que j'ai moi-même écrit un livre qui est ici, qui s'appelle « Et pour quelques bobards de plus », contre-enquête sur Staline et l'Union soviétique, qui est un résumé, disons, des travaux, des travaux en cours concernant l'histoire de l'URSS. Et effectivement, aujourd'hui, on pourrait aborder énormément de sujets sur l'histoire de l'URSS. S'il y a quelque chose qui, à mon avis, a fait des pas de géant, c'est ce qu'on sait maintenant de Léon Trotsky, notamment à la fin de sa vie, et notamment autour des procès de Moscou. Alors, pour ce qui est de Léon Trotsky, ce qui est intéressant, c'est que l'ouverture des archives date bien sûr d'avant celle de l'ouverture de la déclassification des archives soviétiques. Ça date en fait de 1980 aux archives Trotsky, qui étaient, elles, situées à l'université Harvard, aux États-Unis. Donc Trotsky a été assassiné en août 1940, et donc les archives ont été ouvertes début janvier 1980. Donc là, je vous parle de choses de découvertes qui ont eu lieu il y a 40 ans. Simplement, on n'a pas forcément accordé une grande importance, et surtout on n'a pas compris que mis bout à bout, aujourd'hui, on a véritablement un saut qualitatif dans la connaissance de Trotsky. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert à partir de 1980? Alors déjà dans les archives Trotsky. Donc, insoupçonnable, hein, on n'est pas du côté stalinien, on est du côté communiste, on n'est pas du côté du Comintern, on n'est pas dans les archives de NKVD, on est dans les archives même de Léon Trotsky. Alors, il faut savoir que dès 80, les historiens sont au taquet, notamment, sans doute, c'est pas évidemment moi de porter du jugement de valeur, mais je pense que je ne serai pas vraiment contredit. Le plus grand historien trotskiste au niveau mondial à l'époque s'appelle Pierre Brouet, qui est un Français, et dès 1980, il amène toute une équipe aux archives Trotsky dès leur ouverture. Et qu'est-ce qu'il ramène? Il ramène évidemment des scoops, parce que c'est un bon historien, parce qu'il fait son métier, et il ramène le fait qu'il y a bien eu, contrairement à ce qu'affirmait Trotsky, contrairement à ce que niait Trotsky, la constitution d'un bloc des oppositions, regroupant donc trotskistes et droitiers, zinovievistes, pour l'année 1932, il trouve des lettres qui correspondent à ça. Donc premier coup de théâtre, et Brouet, sans aller jusqu'à, bien sûr, justifier le verdict des procès de Moscou, et même aller vers montrer qu'il y aurait une conspiration qui aurait duré, qui aurait été dangereuse pour l'Union soviétique, il reste trotskiste, il n'ira jamais jusque-là, et au contraire, il va aller dans cette voie en disant, son dernier bouquin s'appelle « Communiste contre Staline », il va montrer à quel point il y avait une opposition organisée. Ça, c'est le premier point. Donc c'est un historien trotskiste qui nous révèle ça. Deuxième coup de théâtre, j'allais dire, on est en 1985, et un historien qui n'est ni communiste, ni trotskiste, ni quoi que ce soit, mais qui effectivement est assez critique, d'ailleurs, s'il faut le situer, assez critique du discours de la guerre froide. Il s'appelle John Archibald Getty, il est très connu, et lui fait la découverte dans les archives Trotsky d'un reçu de lettres, un reçu d'envoi. Des PTT en France, puisque c'est une lettre qui a été envoyée de France vers Genève, et dans les archives Trotsky. Et c'est une lettre qui est envoyée par Molinier, un des frères Molinier, qui était secrétaire de Trotsky, mais qu'on retrouve dans les archives Trotsky, donc c'était pour le compte de Trotsky. Cette lettre est envoyée en mars 1932 à Karl Radek, et Karl Radek étant à l'époque à Genève. Alors pourquoi ça fait scandale? Enfin, en tout cas, ça nous fait complètement revoir toute la perspective qu'on avait sur le procès de Moscou, parce que le deuxième procès de Moscou, les deux principaux accusés,
c'était d'avoir organisé une sorte de centre trotskiste à l'intérieur de l'URSS, sont Yuri Piatakov et Karl Radek. Piatakov étant le numéro 1 du trotskisme en URSS, et, selon la version de l'accusation, et Karl Radek étant le numéro 2. Alors, il se trouve que Piatakov et Radek avaient été officiellement des militants trotskistes dans les années 20, et à partir du moment où le trotskisme devient extrêmement mal vu en Union soviétique, donc fin des années 20, et bien ces gens-là rentrent en fait dans le rang, on peut dire, et deviennent des soutiens du régime. Des soutiens du régime en place qu'on peut qualifier donc de stalinien. La version officielle pour Trotsky était de dire « je n'ai plus aucun lien » avec Piatakov et Radek, notamment avec Radek, il dit que je n'ai plus, on est en 1937, on est juste après le second procès de Moscou, au moment où Trotsky passe devant une sorte de commission plutôt bienveillante pour se défendre, et Trotsky dit clairement dans cette commission « je n'ai plus aucun lien avec Radek depuis 9 ans ». Et qui plus est, pour moi c'est un vil personnage, je le considère comme le délateur de mon ami Blumkin. Enfin, je n'ai aucune raison de discuter avec Radek. Donc supposer que j'ai eu des discussions avec Radek et qu'il était un agent trotskiste, crypto-trotskiste en URSS, est aberrant. Et alors, dans l'accusation au procès de Moscou, le second procès de Moscou, Radek avait dit « j'ai bien reçu une lettre de Trotsky à Genève en mars 1932 ». Donc il se trouve qu'on a retrouvé le coupon de cette lettre en 1985. On est près de 50 ans plus tard. Donc Trotsky a menti, ça on en est seulement persuadé, il écrivait bien à Karl Radek. Alors je lève tout de suite l'objection possible, qui serait de dire Trotsky écrivait une lettre d'insulte à Karl Radek. C'est pas possible parce que justement les précautions qui sont prises sont des précautions de conspirateurs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en jeu, c'est dangereux dans un contexte pareil, on le voit d'ailleurs aux réactions effectivement du camp stalinien, c'est dangereux d'envoyer une lettre à Karl Radek. Donc c'est bien la preuve qu'ils étaient toujours en contact, et donc Karl Radek continuait en fait un jeu habile de militants trotskistes cachés au sein de la direction stalinienne. Première chose, grâce à Brouet, on sait aussi que Trotsky écrivait à Smirnov et Preobrazhensky. Et aussi grâce à Brouet, on commence à reconstituer à peu près qui étaient les principaux dirigeants du trotskisme en URSS, du trotskisme, j'allais dire, maintenu, dans des conditions effectivement clandestines, difficiles. Premier point. Pour ce qui est de Piatakov, donc l'accusé principal qui était vice-ministre, enfin vice-commissaire politique à l'industrie lourde en URSS à l'époque, le second de Ordzhonikidze. Bon, déjà ça c'est quelque chose que l'historiographie communiste connaissait bien, c'est le fait qu'un ingénieur américain, états-unien, pardon pour les Sud-Américains, un ingénieur états-unien qui s'appelait Little Page et qui avait travaillé en URSS, qui était totalement apolitique, et qui témoignait à l'époque aux États-Unis, de retour aux États-Unis, donc loin des supposées griffes d'agents staliniens, donc en toute liberté, avait été frappé par la convergence entre le compte-rendu du procès de Moscou sur les sabotages dans l'industrie et ce qu'il avait vu lui-même, notamment des trafics qui étaient faits avec une entreprise allemande qui s'appelait Borzig et Demag, et il montrait effectivement comment il y avait un système de pots de vin pour acheter très cher des produits allemands au-dessus de leur valeur et reverser en fait certainement, selon l'accusation, le surplus au trotskisme mondial. Ça c'est une première chose, mais le cœur de l'accusation, selon le procès, selon le compte-rendu du procès, selon les aveux aussi de Piatakov, était de dire « j'ai rencontré Léon Trotsky en décembre 1935, je l'ai rencontré en Norvège ». Alors, en Norvège, ça ne pouvait se faire que parce que, à l'époque, Piatakov était dans un voyage officiel à Berlin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, les relations entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique étaient extrêmement tendues, comme on l'imagine. Mais un voyage, malgré tout, disons, tendu, effectivement, a été fait autour de questions industrielles en fin 1935. Enfin, d'abord, les premiers contacts avaient été pris en août 1935. Et fin 1935, Piatakov est à Berlin pour une dizaine de jours. Or, ce que Piatakov va dire dans ses aveux au procès, c'est
J'ai profité de ces 10 jours pour m'éclipser en avion, le temps d'une après-midi. Et j'ai rencontré 2 heures Trotsky près d'Oslo. L'entretien donc a duré 2 heures, j'ai pris un avion et je suis immédiatement reparti. Bon, il est évident que si cet entretien avait lieu, pour l'instant je vous dis ce qui est le compte-rendu, si cet entretien avait lieu, c'est la preuve que Piatakov n'aurait pu faire cela qu'avec la complicité des autorités allemandes, hein, donc nazies, avec un passeport allemand, et donc que Trotsky aurait des liens avec les nazis. Il faut savoir que dans la commission Dewey, alors je vais peut-être présenter, parce que suite à un livre qu'on avait fait de Grover Furr qui s'appelait Les amalgames de Trotsky, un éditeur trotskiste qui s'appelle Sileps a publié, et on a toujours raison de publier les livres, hein, c'est intéressant, Trotsky n'est pas coupable, qui est le compte-rendu en français de la commission Dewey. La commission Dewey est la commission qui est censée, j'allais dire absoudre, enfin qui a décidé en tout cas, au résultat de ses conclusions, d'absoudre Trotsky, enfin de l'innocenter. Donc, au moment de la commission Dewey, Trotsky dit lui-même, si cette histoire de vol de Piatakov était avérée, ma position serait radicalement compromise. C'est-à-dire qu'il sait très bien que ça prouverait par A plus B qu'il avait pris des contacts avec les fascistes. Donc dans une sorte de jeu d'État dans l'État, c'est-à-dire qu'en fait l'opposition trotskiste serait un État dans l'État au sein du régime soviétique pour le renverser avec la complicité donc, des fascistes et aller au pouvoir. Donc ça c'est l'accusation. Alors je tiens à dire une chose, c'est que tout ce qui a été créé, tout ce qui a été trouvé récemment, n'est pas basé sur le fait de dire le compte-rendu, les aveux des procès, on les prend jamais pour l'argent comptant, parce que si on fait de l'histoire, si on refait le procès, disons-le méthodologiquement, il s'agit de trouver des éléments corroborants, qui ne viennent pas de l'accusation. C'est-à-dire qu'on suspend son jugement politique. Les trotskistes vont toujours vous dire si vous nous accusez, c'est parce que vous êtes des staliniens. Je veux vous dire que de toute façon, tout ce qui se fait dans l'histoire est de sérieux et d'intéressant, part du principe a priori que de toute façon, on suspend son jugement sur ce que valent ses aveux au procès. On peut considérer que, surtout dans une période difficile, mais sous n'importe quel régime, n'importe quel aveu peut être extorqué par la police sous de divers moyens. Donc, personne ne prend pour l'instant le témoignage de Piatakov pour argent comptant. Il s'agit simplement de montrer si ce vol a bien eu lieu. C'est une des clés effectivement de la collaboration entre Trotsky et des nazis, donc du second procès de Moscou, mais en fait de l'ensemble des procès de Moscou, parce que le cœur même des procès de Moscou, c'est la menace d'un trotskisme à l'intérieur de l'Union soviétique, trotskiste qui va jusqu'à l'alliance avec les fascistes. Donc, des Italiens, là en ce moment, le livre est à l'imprimerie et il va paraître donc dans quelques temps. Je vous montre le livre en italien, voilà, qui est un immense pavé que j'ai traduit, qui s'appelle Le vol de Piatakov, la collaboration tactique entre Trotsky et les nazis, donc de Burgio, Leoni, Sidoli, qui sont trois chercheurs italiens, et qui ont refait tout le dossier, y compris ils ont retrouvé les déclarations de l'aéroport de Keller, Keller près d'Oslo, sur lequel se serait posé l'avion. Et alors, contrairement à ce que les historiens trotskistes les plus patentés, donc les plus au courant de tous les détails de la vie de Trotsky, j'en citerai 2. Isaac Deutscher, le biographe d'une biographie magistrale de Trotsky en 3 volumes qui s'appelle Le Prophète, et Pierre Brouet, dont je vous ai dit qu'il était le trotskiste le plus important au niveau mondial. Bon, écoutez, malgré leur qualité indéniable, sur ce point, ils ont dit absolument n'importe quoi, parce que Deutscher a dit que l'aéroport était impraticable en décembre 1935, dans un pays, comme on sait, nordique, hein, fortement enneigé. Et quant à Brouet, il a dit aucun avion étranger ne s'est posé là-bas. En jouant sur les mots, parce que ce qui s'est passé dans le document que ces Italiens fournissent, hein, le document fourni par les autorités de Keller, de l'aéroport de Keller au ministère des Affaires étrangères norvégien, suite à une demande, en fait, suite au procès de Moscou, tout le monde veut savoir si un avion s'est vraiment posé, en décembre 1935. Et on voit bien qu'un avion s'est posé, effectivement. C'est un avion norvégien,
Simplement, il n'y a pas... donc là, effectivement, il était bien norvégien, mais on ne dit pas d'où il venait. Et on ne sait pas exactement quel jour. Le rapport est biffé quant au jour. Et c'est contradictoire avec les déclarations du directeur de cet aéroport à un journal, les déclarations qu'il va faire un mois après avoir fait ce rapport. Donc, il y a bien un avion norvégien qui s'est posé de l'étranger ce jour-là. Le rapport est l'émanation d'un témoin qu'on pourrait dire fortement réticent, c'est-à-dire qu'il y a eu sans doute des pressions pour que ce rapport ne soit le moins clair possible. En tout cas, on ne peut absolument pas nier le fait que cet aéroport était praticable à ce moment-là, que ce vol était possible à ce moment-là, et surtout on voit bien qu'il y a eu des manipulations pour faire croire le contraire. Donc ça, c'est le vol de Piatakov. Il faut savoir que donc dans la réponse de Trotsky à la commission Dewey, là encore, je ne fais que citer que des sources qui sont admises par le camp trotskiste. Donc, dans la réponse de Trotsky, Trotsky lui-même donne, en fait, pour se dédouaner, disons, pour montrer que cette rencontre de Piatakov ne repose que sur un tissu de mensonges et en fait discréditer complètement l'accusation des procès de Moscou, en tout cas du second procès de Moscou, il dit, il donne un alibi. Il donne un alibi qui est absolument béton, c'est-à-dire une sorte de virée dans le Grand Nord norvégien, à ski, avec plusieurs personnes, énormément de témoins, dans une cabane, une sorte de voyage sur la glace, extrêmement, j'allais dire, pittoresque, et vraiment ce qu'on peut qualifier d'alibi béton. Sauf que cet alibi béton, il tient pour les 20, 21 et 22 décembre 1935, et Trotsky joue sur le fait, on le voit. C'est pour ça que moi je remercie ses confrères éditeurs d'avoir publié ce texte, parce qu'on voit les contradictions à l'intérieur même du texte. Et Trotsky, le pire c'est qu'il est repris par Dewey lui-même. Trotsky joue sur le fait qu'un journal allemand indique effectivement la présence de Piatakov à Berlin vers le 20, mais le voyage de Piatakov à Berlin a duré plus d'une dizaine de jours, et on sait par l'accusation que Piatakov était arrivé le 11 à Berlin. Et le pire, c'est que vous le verrez justement dans la 6e session de cet interrogatoire, de la commission Dewey, de cette session de la commission Dewey, Trotsky reconnaît lui-même, c'est-à-dire reprend en fait Dewey lui parle dit, mais le président donc, de la commission lui dit, mais l'accusation dit que Piatakov est arrivé le 10, et il dit non, c'était le 11. Donc Trotsky montre qu'il sait pertinemment que Piatakov était arrivé dès le 11. Visiblement, ce qui est le plus probable, le plus plausible, c'est qu'il a rencontré Trotsky le lendemain, le 12 ou le 13. Donc l'alibi que donne Trotsky est un alibi tardif. Donc ça, si vous avez lu Agatha Christie, le meurtre de Roger Ackroyd, vous comprendrez ce que c'est, vous verrez comment un meurtrier utilise un alibi tardif et fait croire en fait que le meurtre a eu lieu plus tard. Donc là, il ne s'agit pas d'un meurtre, mais il s'agit d'une rencontre, effectivement, de nature qui passe pour criminelle en Union soviétique, selon les lois de l'Union soviétique, c'est-à-dire une rencontre organisée avec la complicité des autorités nazies pour mettre en communication Trotsky lui-même et son meilleur agent trotskiste en Union soviétique. Et donc cet alibi ne vaut rien, cet alibi tombe. Donc là encore, Trotsky a menti. Beaucoup de choses ce qui est étonnant, c'est que si on revoit, avec d'autres lunettes, si on relit pas mal de témoignages de trotskistes, je pense notamment à l'immense biographie de Pierre Brouet, de Trotsky par Pierre Brouet, on se rend compte qu'il y a aussi des choses qui collent pas rond. C'est-à-dire que, évidemment, le lien entre Radek et Trotsky n'est pas du tout mis en valeur. Par contre, on apprend dans une note de bas de page de Brouet que Radek avait fait un discours très anti-stalinien par allusion au moment de la guerre d'Espagne, et en citant un roman italien. Donc des fois, ça serait intéressant de revoir, de comprendre. Il me semble que quelqu'un comme Brouet avait soulevé le voile, mais évidemment, il n'était pas allé jusqu'au bout. L'autre gros, la grosse pomme de discorde, enfin ce sur quoi, disons, la défense trotskiste s'était appuyée pour ridiculiser en fait les accusations du procès de Moscou, c'était l'affaire l'hôtel du Bristol. Alors je m'explique, là on est dans le premier procès de Moscou, on est en août 1936.
un prévenu qui s'appelle Goltzman, enfin c'est la transcription russe pour Holtzman, parce que le G en russe transcrit le H, H aspiré, qui n'existe pas en russe. Donc Goltzman ou Holtzman, appelez comme vous voulez, témoigne, toujours pareil, c'est qu'on ne prend pas pour argent comptant, mais voilà ce qu'il dit, et on va voir s'il y a des éléments corroborants. Holtzman témoigne du fait qu'il aurait rencontré donc, Trotsky à Copenhague, on est toujours dans un pays scandinave, à Copenhague, à l'hôtel Bristol. Donc, patatras, et Trotsky en fera des gorges chaudes, il n'y a pas d'hôtel Bristol à Copenhague. Plutôt, il n'y a plus d'hôtel Bristol à Copenhague depuis 1917. Donc là, c'était un argument massu de manière de nature à discréditer complètement l'accusation du NKVD et pour montrer que tout cela avait été une habile mise en scène. Je dis vraiment habile parce que non seulement il faut inventer le scénario, et en plus il faut pouvoir le faire jouer par les accusés. Et la plupart des accusés des procès de Moscou n'étant pas à huis clos, hein, contrairement aux généraux. Donc ça aurait demandé beaucoup de... Donc la thèse de Trotsky et des trotskistes, ça a toujours été de dire tout ça est un tissu de mensonges. Bon, dès l'époque, mais surtout maintenant, on a avec Grover Furr, avec Sven-Erik Holström, qui est un chercheur aussi scandinave, suédois je crois, nous savons maintenant qu'il existait bien, au moment où Goltzman a rencontré Trotsky, il existait bien une konditori Bristol. Konditori, je pense que c'est comme en allemand Konditorei, ça veut dire pâtisserie, laquelle était mitoyenne d'un hôtel au nom impersonnel de Grand Hôtel, et qui communiquait, Holström a tout retrouvé, qui communiquait par un couloir. Enfin, en tout cas, il y avait une porte qui communiquait, qui allait de l'un à l'autre. Donc, un témoin comme Goltzman, il a fait un témoignage erroné, parce que ce n'était pas un hôtel Bristol, mais en tout cas de bonne foi, c'est-à-dire qu'il a cru qu'il était dans l'hôtel attenant à ce qu'il avait vu marqué Bristol au sens comme désignant en fait une pâtisserie. Et très intéressant, c'est Furr qui lui était à Grover Furr, qui lui s'occupe des archives et de tout ce qui paraît récemment. D'ailleurs, je pense que je vais surprendre beaucoup de gens parce que je pense que vous n'êtes pas au courant, mais maintenant on a les archives du procès de Moscou qui n'étaient pas à huis clos, qui est celui des généraux, Tukhachevski et les autres. Mais j'ai remarqué que la presse n'en a absolument pas parlé. Tout simplement parce qu'on nous avait présenté sous l'ère Gorbatchev, même sous Khrouchtchev, cela comme un tissu d'ineptie et un rapport totalement éthique, sans H, hein, c'est-à-dire extrêmement maigre. Et le fait est que ce compte rendu du procès rappelle les trois autres procès de Moscou. Il y a bien une enquête. Bon, mais ça, je referme la parenthèse. Ce que Furr a montré, c'est qu'on a bien retrouvé maintenant des éléments et d'autres éléments qui ont été déclassifiés autour des procès de Moscou, notamment une enquête du NKVD qui envoie quelqu'un à Copenhague pour dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Bristol, vu qu'il n'existe pas d'hôtel Bristol. Donc on veut vérifier. Le NKVD, disons, poursuit en fait l'enquête. On n'est pas dans... en tout cas, on n'a retrouvé absolument rien dans les archives déclassifiées qui montrerait que le NKVD aurait monté quelque chose contre Trotsky. Voilà. Donc, maintenant, les éléments s'accumulent, et comme je vous dis, ce sont des éléments corroborants et qui ne proviennent pas de sources staliniennes. Donc, les éléments s'accumulent pour montrer qu'il y avait bien Guy sous roche, et que le cœur des procès de Moscou, c'est-à-dire une collaboration entre les trotskistes et les nazis et une forte organisation clandestine du trotskisme à l'intérieur de l'URSS, est avéré. Et maintenant, je vais vous donner quelque chose que vous pouvez vérifier dès maintenant. Une chose qui est intéressante dans le témoignage de Piatakov, c'est qu'il dit que le cœur des relations, des négociations entre Trotsky et les nazis portait sur l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il s'agissait évidemment, c'est le côté donnant-donnant. Trotsky est persuadé que Staline va perdre contre Hitler très rapidement, il pense même dès 1937, et il est prêt en fait à revenir au pouvoir, quitte à donner l'Ukraine aux nazis et reprendre en fait une partie de l'URSS. Ce qui est le plus vraisemblable, là on est dans le domaine de l'hypothèse, mais c'est que Trotsky prévoit en fait un affrontement impérialiste entre l'Allemagne et les États-Unis, et il se rend bien compte que le territoire de l'URSS est impossible est tellement vaste qu'il est très difficile à maintenir, et il pense jouer sa carte comme ça. On a retrouvé, ça c'est très récemment, une
une archive déclassifiée qui montre que Piatakov avait dit à Ejov, le chef du NKVD, lui avait dit Trotsky m'a dit, ça n'a pas été versé au procès. Mais c'est intéressant parce que ça donne un élément pour comprendre comment se passaient vraisemblablement les tractations entre Trotsky et les nazis. Trotsky avait dit à Piatakov, j'ai des contacts également avec les anglo-français, enfin les anglais et les français, pour effectivement ne pas avoir plusieurs cartes en main, au cas où finalement nous arrivons à rentrer au pouvoir. Effectivement, s'il avait que les nazis en face, sa cause ne vaudrait pas grand-chose. Donc le but de Trotsky, visiblement, c'est de profiter. Il est absolument persuadé que l'URSS va perdre, dans sa logique, hein, il faut comprendre sa logique. Il est persuadé que les nazis sont arrivés au pouvoir parce que Staline n'a rien fait, parce que la direction de stalinienne est inepte, et il est persuadé que de toute façon c'est foutu pour l'URSS militairement, et donc la seule carte à jouer c'est le chaos, et qui sortira quand même du chaos en jouant un peu les uns contre les autres, sauf qu'effectivement, selon la loi de l'époque en Union soviétique, ça s'appelle comploter avec les nazis. Alors, il y a une grosse différence entre, je réponds à une objection évidente, qui est le pacte germano-soviétique. Oui, là, effectivement, après une recherche, au moins pendant 10 ans, de sécurité commune en Europe, l'Union soviétique, se rendant compte qu'elle est abandonnée en gros par les dites démocraties occidentales, décide de faire des concessions à l'adversaire principal qui est fasciste, et qui cherche à l'envahir, et pour gagner du temps. Et simplement, c'est une relation entre États, d'État à État, concertée, et c'est un recul stratégique. Selon les lois du pays, c'est tout à fait justifié. Il n'y a pas d'autre... ça se discute évidemment, mais ça n'a rien de criminel. Lénine à Brest-Litovsk, face aux Allemands, avait fait la même chose. C'est pas la même chose pour Trotsky de se considérer comme un État dans l'État et de négocier directement avec la force, avec l'envahisseur allemand. Au regard des lois soviétiques, ça s'appelle de la trahison. Alors moi, je n'ai pas à refaire le procès, je n'ai pas à rejuger. Simplement, si on se pose la question de manière en historien, il faut savoir si Trotsky était coupable ou non. C'est quand même une question essentielle. Est-ce qu'on reprochait à Trotsky? Est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était faux? Ça, c'est une chose. Alors, maintenant, je vais encore citer une source complètement trotskiste, parce que c'est Trotsky lui-même. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a pas moins de 4 articles de Léon Trotsky, d'avril 1939 à septembre 1939, quand même sur une période très courte, où Trotsky prône l'indépendance de l'Ukraine. C'est pas neutre de prôner l'indépendance de l'Ukraine à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc Piatakov, comme je l'ai dit, avait déjà dit que les négociations portaient sur l'Ukraine, que c'est là-dessus que Trotsky allait en gros lâcher du lest par rapport aux Allemands. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en avril 1939, on est bien après non seulement l'Anschluss, mais après la Tchécoslovaquie, la conférence de Munich. Hitler s'était déjà servi des Sudètes, c'est-à-dire de minorités, pour comment dire, avancer ses pions en Europe de l'Est. Il lorgne sur Danzig, le couloir de Danzig, pour envahir la Pologne. L'Ukraine est, comme on sait, frontalière de la Pologne. Donc, ça n'est pas la question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On sait que dans le marxisme, on peut toujours affirmer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, même si en même temps ce n'est pas forcément voulu, même une phrase célèbre de Lénine qui est le droit au divorce n'implique pas l'obligation de divorcer. Donc en même temps, aucun marxiste ne conteste à un peuple le droit d'affirmer son autonomie si celle-ci est menacée. Mais ça, vous pouvez lire à peu près tous les textes, vous remontez à Engels, Marx, etc. Tout ça doit être aussi envisagé dans les intérêts du mouvement ouvrier mondial, du mouvement ouvrier international. Or, qu'est-ce que ça veut dire prôner l'indépendance de l'Ukraine, spécialement à ce moment-là, en avril 1939, au moment où Hitler, jusqu'à septembre 1939, en août 1939, d'une certaine manière ça s'arrête puisqu'il y a le pacte germano-soviétique, donc, mais juste avant, Hitler est plus que jamais avide de s'étendre à l'Est, y compris jusqu'en Union soviétique. Pourquoi à ce moment-là, Trotsky lance cette campagne? Et c'est une campagne farouche, puisque dans ces articles, vous avez des articles où il y en a un où
l'indépendance ukrainienne, les brouillons sectaires. Il s'attaque à ses propres partisans qui, eux, pour qui ça ne passait pas. Donc moi, ça semble évident, que c'est cohérent avec ce qu'on sait maintenant. Trotsky avait franchi un pas, et là jouait pleinement la carte allemande. Ça me semble évident, c'est-à-dire que tout l'intérêt, les seuls à qui ça pouvait profiter, c'était bien les nazis. D'ailleurs, regardez bien ces textes. Vous ne les avez pas tous en français, on en retrouve certains. Mais en tout cas, ils sont tous en anglais sur marxist.org, le site fait par des trotskistes. C'est toujours pareil, moi je suis ravi que les gens publient. Vous verrez, Trotsky dit lui-même en plus que la position des marxistes est très faible en Ukraine et que les nationalistes ont pris le pas. Donc il reconnaît qu'en plus, ce qui va être évident après la guerre, c'est-à-dire à quel point les nationalistes ukrainiens vont se faire les fourriers du fascisme et étaient particulièrement féroces, étaient vraiment les émules des SS dans toute l'horreur du terme. Donc il le sait très bien, mais il fait croire qu'il y a une sorte d'émulation révolutionnaire qui va se créer dans ces pays-là, puisqu'ils seront dans le vrai socialisme, sous la bannière de Trotsky, on va renverser la table et c'est ça qui va être décisif. Donc d'ailleurs, j'invite, puisque j'ai même vu qu'en français, cet article dont j'ai parlé là, sur les brouillons sectaires était publié sur un des sites du NPA, avec beaucoup d'éloges en disant « Regardez à quel point Trotsky est soucieux de l'indépendance des peuples, et qui est, comment dire, inconditionnel ». Justement, ce serait intéressant de voir les conditions, de voir un petit peu le contexte et de voir ce que ça signifie à l'époque. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui se sont accumulés les uns les autres. Et effectivement, ce livre qui s'appelle Le vol de Piatakov fait un peu la recension de tous ces éléments. Je vous dis, c'est 600 pages, donc tout converge vers le fait que effectivement Trotsky était coupable de collaboration avec les nazis. Alors ça ne veut pas dire que tout dans les procès de Moscou est avéré. Je pense que c'est difficile à prouver, mais c'est pas ce qui était demandé. Ce qu'il fallait démontrer, c'est d'abord ça. Ça ne veut pas dire que les purges sont justifiées. Alors Dieu sait qu'il suffit de voir le procès Yezhov, où même l'ancien directeur du NKVD avait été lui-même accusé de conspiration interne, donc d'avoir forcément massacré des innocents. Donc personne, en tout cas pas moi, et pas les auteurs que je publie, personne ne fait l'éloge des grandes purges. Mais je crois que concrètement, ça crée un obstacle épistémologique au sens de Bachelard. L'obstacle épistémologique est dû au fait qu'il y a effectivement une répression féroce de la part des autorités staliniennes à la faveur de ces procès. Mais au prétexte que cette répression a pu être à bien des égards aveugle, on a l'impression que les procès étaient eux-mêmes un tissu de mensonges. Et c'est absolument faux. Peut-être même qu'une des explications aux purges, c'est bien qu'il y avait un effet de panique, parce qu'il y avait véritablement le trotskisme était arrivé à un degré de conspiration et d'entente avec l'ennemi tel que ça paniquait le pays. Il faut savoir que quelqu'un comme Molotov a dit dans ses mémoires, je crois qu'on est dans les années 80, entretien avec Félix Tchouev, il a dit nous avons profité de l'occasion pour éliminer toute 5e colonne. Je ne porte pas de jugement là-dessus, simplement je remets dans le contexte, l'URSS va subir 20 millions de morts, les grandes purges c'est 700 000 à 800 000 morts, l'Union soviétique va subir 20 millions de morts en gagnant la guerre. Qu'est-ce que ça eût été si elle avait perdu? Donc simplement j'explique pourquoi. Ça permet de comprendre pourquoi Molotov voit les choses comme ça et se permet de dire les choses comme ça. Parce qu'effectivement, ça va contre toutes les règles juridiques d'éliminer potentiellement une 5e colonne. Ça suppute, en fait, des gens vont trahir alors que de toute façon la guerre n'a pas encore eu lieu. Mais effectivement, il faut savoir que ces gens sont persuadés, en tout cas la direction stalinienne, on le voit y compris à leur compte-rendu, au fait même que les questions qu'ils posent sur les procès, on voit bien qu'ils cherchent à comprendre ce qui se passe, plutôt qu'à imposer un scénario déjà établi. Donc, pour moi, c'est renversant par rapport à l'histoire du XXe siècle, parce que, comme vous savez, les procès de Moscou sont devenus une expression proverbiale. Quand on fait un procès de Moscou à quelqu'un, ça veut dire forcément un procès monté, étatique, manipulé. C'est un procès kafkaïen, en fait, on pourrait dire.
Je ne sais pas si vous vous souvenez de Joseph K. voyant les accusations, je ne me rappelle plus, il ouvre un livre, il voit que des obscénités, il n'y a rien de concret. C'est ça qui ressort de l'image des procès de Moscou. Y compris parce qu'après le rapport Khrouchtchev, en 1956, le rapport Khrouchtchev n'apporte quasiment aucun élément de preuve, mais décrète que toute la faute de Staline et que les procès de Moscou doivent être révisés. Donc vous avez des réhabilitations en chaîne, mais sans aucune preuve. S'ils avaient eu des archives, ils les auraient prouvées. Ce que Grover Furr a montré maintenant, par exemple pour les généraux, c'est qu'il y a même des éléments qu'ils ont trouvés à l'époque de Khrouchtchev, comme par exemple des contacts entre un général et des Japonais, et des militaires japonais, et que ça n'avait évidemment pas été publié, ça a été publié maintenant parce que déclassifié. Mais en fait, ça allait dans le sens comment dire, ça alourdissait encore plus le dossier. Donc le trotskisme était, bon an mal an, n'existait quasiment plus. Bon, il faut dire que la répression était sévère, je le nie absolument pas. Il n'est pas certain effectivement que tous les trotskistes, il est même certain que tous les trotskistes n'étaient pas au courant de ces discussions au plus haut sommet. Le fait est que Trotsky a bien dû, c'est bien l'objet du vol de Piatakov qui était extrêmement très dangereux d'un point de vue conspirationnel. Le fait même qu'il fallait pour Trotsky rencontrer Piatakov, c'était pour informer les trotskistes de l'intérieur que les discussions avec les nazis étaient maintenant que le pacte était désormais scellé. Le fait même que Piatakov ait éprouvé le besoin de rencontrer Trotsky prouve aussi que ça passait relativement mal. Piatakov n'a pas eu le courage de refuser ça, il n'a pas eu le courage de comprendre que ça allait très mal. Il ne s'agit pas de le dédouaner aussi. Peut-être pensait-il vraiment que l'URSS allait s'effondrer devant Hitler et il cherchait à sauver sa peau. Tout est possible, hein, je ne suis pas dans les... Comment dire, là on reste dans le domaine de l'hypothèse, mais effectivement, donc, il y a quand même un certain nombre de trotskistes qui, eux, étaient absolument complices de cette politique. Voilà. De ce qu'on appelle effectivement de l'hétérotrotskisme. Le problème, c'est que vous avez des gens, encore aujourd'hui, c'est que, ou bien vous avez des gens qui ont compris ça, je pense des gens très intelligents, et qui vivent chez les trotskistes, hein, qui vivent dans une vision apocalyptique du monde en se disant, en justifiant tout en n'importe quoi, en se disant de toute façon le stalinisme présentait un système de socialisme qui est tellement perverti que même le fascisme était finalement un moindre mal parce que ça nous aurait donné la possibilité de revenir au pouvoir. C'est possible, hein, tout est possible intellectuellement. Et je pense que vous avez des gens naïfs qui sont persuadés que Trotsky ne pouvait pas aller jusque-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Trotsky, les bières à trois bandes, c'était quelque chose auquel il était parfaitement habitué, puisqu'il a même recommandé l'infiltration des troupes trotskistes dans la social-démocratie française au moment du Front populaire, hein, donc dans la SFIO. D'ailleurs, ça lui a très peu réussi, parce que c'était incompréhensible pour les militants. Il a prôné la ligne Schlageter en 1923, au moment de la Roue, quand on fusille un nazi, même pas anti-littéraire, mais un membre du parti nazi. Il leur fait une sorte de signal en disant son sacrifice ne sera véritablement valorisé que si vous rejoignez les camps du communistes, il tend la main en fait. D'un point de vue strictement tactique, hein. Je pense que la thèse des Italiens, c'est de dire collaboration tactique, c'est-à-dire qu'on laisse toujours la possibilité de dire subjectivement, Trotsky était persuadé que, Trotsky restait un marxiste, et était persuadé qu'il représentait la véritable option socialiste, et qu'elle était préférable à toutes les autres, fût-ce au prix de concessions énormes faites à l'adversaire principal du marxisme, qui était le fascisme. Voilà. Donc, si on en tire les conclusions, parce que maintenant, comme je vous dis, les preuves s'accumulent, et ces preuves ne sont pas staliniennes. Pas besoin d'être stalinien, communiste ou marxiste ou quoi que ce soit. Ces preuves sont objectives, elles viennent des contradictions même du camp trotskiste et de la défense apportée par Trotsky. Donc, je pense d'une certaine manière que ça a commencé à jouer. C'est pour ça que je vois bien que dans différents partis trotskistes en France, le trotskisme au plan théorique n'est plus tellement mis en avant. Donc moi je suis persuadé qu'au bout d'un moment ça va avoir des effets. Alors que ce qui est intéressant, c'est que je vois que ce livre est paru d'abord en italien, donc en Italie le trotskisme n'a jamais beaucoup pris. C'est pas la même chose en France. Il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'il y a une vingtaine d'années, il y avait au moins 3 candidats trotskistes à l'élection présidentielle et on devait atteindre les 10%. Aujourd'hui même, les dirigeants principaux de la France insoumise
c'est pas un reproche que je leur fais, c'est pour un constat, mais s'enorgueillissent du fait d'avoir appartenu à la famille trotskiste. Donc c'est important dans leur vision du monde. En tout cas, c'est important en France. Mais je suis persuadé que ces faits sont tellement énormes qu'ils vont devoir en tirer les conséquences. Donc vous allez voir, donc je pense qu'une scission du mouvement ouvrier au nom de Trotsky n'est plus justifiable. C'est pas à moi de dire si elle est justifiée ou pas, mais elle n'est plus justifiable en tout cas. C'est-à-dire que je pense que vous aurez toujours des gens qui chercheront à la justifier, mais ça va plus fonctionner. Vous aurez en fait deux choses dans les gens qui se réclament grosso modo actuellement, peu ou pro, du trotskisme. Vous aurez des gens qui vont continuer dans une veine gauchiste, c'est-à-dire de critique du socialisme réellement existant, des défauts qu'on peut forcément constater, parce que tout n'était pas blanc ou noir, hein, enfin, tout n'était évidemment pas parfait dans la première expérience du socialisme. Et avec toutes ces pressions, comment en tirer le plus fort autrement. Et vous aurez toujours des gens qui seront d'un point de vue strictement critiques. Mais alors là, cette position gauchiste-là va les amener jusqu'à critiquer, y compris Lénine. Donc ils sortiront du léninisme. Ils vont se rapprocher d'une forme d'anarchisme, s'ils ne l'ont pas déjà fait. Ça sera une bonne partie des trotskistes. Une autre partie, moi je le dis, tout ce que je vous le dis, je le dis sans haine, je le dis sans aucun mépris. Ces gens-là se sont trompés, mais peut-être qu'ils vont comprendre leur erreur, et de ce point de vue-là se rapprocher des communistes. Et personne ne leur demande d'être stalinien, je veux dire, le culte de la personnalité, ça fait des années que ça a été abandonné dans les rangs communistes. Hein. Mais par contre, effectivement, le culte de la personnalité de Léon Trotsky, lui, perdure. Donc moi, je crois que prendre la mesure, justement, à quel point Trotsky a dérapé, en fait, et donc n'est plus crédible pour organiser une véritable scission du mouvement ouvrier, donc en finir avec le culte de la personnalité de Trotsky, il me semble que c'est une très bonne nouvelle. Moi, je ne suis pas simplement dans ce qu'on pourrait qualifier de passion triste, c'est-à-dire de dire c'est mon camp communiste en règle générale, qui a gagné. D'ailleurs, personnellement, je vois bien cet éditeur trotskiste qui me dit qu'il republiait Trotsky n'est pas coupable, enfin qu'il publie la traduction française en disant les néo-staliniennes édition d'Elga. Personnellement, moi, il m'est arrivé de publier des trotskistes. Je leur ai jamais demandé leurs papiers, leurs cartes, etc. Si quelque chose est intéressant, moi, j'ai jamais personnellement été sectaire. Évidemment, je ne sais pas publier Escalité, ça ne m'intéresse pas beaucoup ce que disait le camp trotskiste par rapport à ces questions-là, parce que je voyais qu'ils n'avaient pas grand-chose à dire. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des marxistes intéressants dans leur rang. Voilà. Donc, je pense qu'un certain nombre de gens vont commencer à se poser des questions sur la réalité de Trotsky. Je pense que personne ne va pouvoir créer un mouvement en disant « je suis pour une forme de socialisme telle que je suis prêt à détruire celle que j'estime mauvaise avec l'alliance avec les fascistes ». Ça n'est pas tenable, vous aurez forcément des trotskistes qui vont commencer déjà à se poser des questions, ne serait-ce que par exemple en étudiant ces 4 articles sur l'indépendance de l'Ukraine, en les remettant dans leur contexte international, je pense que ça va commencer à jaser. Voilà. Donc moi je suis prêt à en débattre, hein, je suis prêt à en débattre tout à fait calmement. Et je veux dire, ceux qui sont prêts à abandonner le culte de la personnalité de Trotsky, moi je suis prêt à leur tendre la main et discuter. Voilà, pour avancer de l'avant.